dans la page 15 de Patchwork, on lit « Raisonner exige la mémoire. Celle des intellectuels, c'est avant tout leur culture, c'est-à-dire la partie de mémoire universelle de l'humanité à laquelle ils ont accès. » Si je prends cette phrase, « Raisonner exige la mémoire, celle des intellectuels, c'est avant tout leur culture », je te pose la question, là, lorsqu'on lit mémoire et culture, comment éviter les équivoques, Gilbert? Parce que d'autres vont sauter sur le mot mémoire et culture et les prendre dans une autre direction que celle dont tu parles ici. Parce que, voilà, mais je te laisse répondre. Alors, précise d'abord. Raisonner exige la mémoire. Pour un intellectuel, la mémoire, c'est l'ensemble des événements auxquels il a participé, c'est-à-dire vécu, ou bien l'ensemble des événements qu'il a lus, c'est-à-dire l'histoire qu'il a lue de son pays, ou bien de n'importe quel autre pays, circonstances, grands événements. On n'a pas besoin de vivre la Deuxième Guerre mondiale ou la Première Guerre mondiale pour devenir spécialiste de Première Guerre mondiale, d'accord? Donc ici, il parle de la mémoire comme sédimentation d'événements racontés. Bien sûr, c'est aux spécialistes de lire les différents documents pour savoir le degré de véracité de ces documents-là. Or, dans un pays comme la Tunisie, lorsqu'on dit raisonner exige la mémoire, on va vous poser la question de quelle mémoire vous parlez, monsieur Nernakash. Est-ce que vous parlez de la mémoire tunisienne, société tunisienne, arabo-musulmane, ou bien vous parlez de votre propre mémoire, Gilbert Nakash, le militant, ou bien vous parlez de la mémoire de l'époque de Ben Ali plus que l'époque actuelle? Est-ce que vous parlez de la mémoire de ce qui s'est passé à 14 janvier jusqu'à maintenant? C'est pour cela que j'ai dit le mot mémoire et le mot culture sont des termes qui prêtent à équivoque. Il manque quelque chose, un adjectif que tu n'as pas cité maintenant, c'est mémoire universelle. Donc, ce n'est pas la mémoire de telle ou telle période, c'est la mémoire universelle, c'est-à-dire ce que l'humanité a retenu de son histoire à elle. L'histoire de la Tunisie n'est rien. Les 25 ans les 23 ans de Ben Ali, les 30 ans de Bourguiba au pouvoir ne sont rien dans l'histoire de la Tunisie. C'est une étincelle dans l'histoire d'un pays qui a déjà au moins 3000 ans de vie sociale. Donc, la mémoire, c'est d'abord se rappeler que ces 23 ans ne sont rien dans l'histoire du pays. La mémoire, c'est se rappeler que dans ce pays, il y a 3000 ans d'histoire, mais essentiellement 3000 ans de cités, de villes, ce qui donne un caractère particulier à la Tunisie par rapport à d'autres pays comme l'Algérie par exemple, où le caractère citoyen est beaucoup moins marqué qu'en Tunisie. Donc la ville était plus récente, le caractère urbain, tout ce qui est lié à la vie en commun de gens qui ne se connaissent pas mais qui sont bien obligés de se supporter pour pouvoir vivre, donc qui sont bien obligés de régir leur vie par des lois, par des principes. Par exemple, quand deux voisins se rencontrent le matin, il vaut mieux qu'ils se saluent. Un paysan qui habite un douar situé à 2 km du douar voisin n'a pas besoin de saluer le paysan d'à côté. Il peut même le tuer
de conflit, parce qu'il n'a avec lui que des relations lointaines. Il n'a pas ces relations quotidiennes qui font que la vie n'est possible qu'à condition de s'organiser pour se supporter les uns des autres. La mémoire, c'est aussi la science. C'est tout ce qu'on a appris dans différents domaines. La mémoire de l'intellectuel, c'est ce qui lui permet de savoir que ce que dit telle ou telle personne du pouvoir n'est pas forcément la vérité, mais ça peut être dicté par son rapport avec le pouvoir. La mémoire intellectuelle, c'est d'abord le discours de la méthode. C'est la méthode scientifique de raisonner, de ne pas accepter comme évident ce qui est évident. C'est évident que l'agent de police est le représentant de l'autorité. Donc, c'est le représentant de l'autorité. Mais ce n'est pas évident du tout. Ça ne paraît qu'évident que si on regarde son uniforme, sa belle voiture, ses armes. Mais ce n'est pas évident qu'il représente l'autorité. Il peut très bien représenter un fonctionnaire pourri qui profite de sa position pour vous arracher quelques dinars, pour vous donner une contravention fictive qu'il retire en échange du prix de la contravention. Mais ce prix ne va pas à l'État, mais dans sa poche. Et ce type-là ne représente pas l'autorité, il représente un bandit. Donc, aller au-delà des apparences. La mémoire de l'intellectuel, elle est universelle parce que elle ne s'arrête pas à la mémoire d'un passé proche ou immédiat ou précis. Elle prend en compte tout ce qu'elle est capable de prendre, bien sûr. Et en tant que telle, elle est critique. La mémoire est critique d'elle-même. Elle est autocritique. La mémoire sait que dans le contexte qu'elle a réussi à ramasser, il y a des éléments inconciliables qu'elle est obligée de choisir, ou alors de présenter plusieurs aspects possibles. L'intellectuel est avant tout un homme, une personne, est avant tout une personne qui doute de tout. Pour elle, la vérité n'existe pas. Il n'y a pas de vérité. Il y a des vérités, et il n'y a pas une vérité. Et à partir de là, l'intellectuel est un homme, est une personne que les pouvoirs détestent. Les pouvoirs ne peuvent vivre que sur des vérités incontestables, incontestées. Et donc, toute mise en cause de la vérité, quelle qu'elle soit, est une atteinte au pouvoir lui-même. Et donc, la lutte de l'intellectuel, la lutte pour la survie de l'intellectuel, c'est aussi une lutte de la mémoire contre l'oubli. C'est aussi une lutte contre tous les aspects dominateurs, totalitaires du pouvoir. Et à ce titre, l'intellectuel a 1000 fois plus que n'importe quel parti politique le droit d'exister dans la cité et le droit de s'exprimer. Malheureusement, les partis politiques qui font partie du pouvoir, qui sont dans la sphère du pouvoir, sont aussi les premiers à lutter contre les intellectuels. Et souvent, les partis d'opposition luttent davantage contre les intellectuels que le pouvoir lui-même. Donc,
cette espèce d'hymne à l'intellectuel que je fais, c'est un hymne à des choses, des gens qui ne sont pas les plus normales, les plus courantes. Beaucoup de gens se parent des habits de l'intellectuel pour, comme en 1987, pour se placer dans l'hémisphère du pouvoir. En 1987, je vous rappelle, je vous dis pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'accéder à cet aspect de la mémoire, en 1987, après le coup d'État de Ben Ali, énormément d'intellectuels ont fait ce que j'ai appelé à l'époque des réponses aux appels d'offres, ont fait des offres de services dans tel ou tel domaine. Et il y a eu dans les journaux tunisiens des articles fleuves agrémentés de la photo de leur auteur, où il expliquait qu'il était capable de résoudre tel ou tel problème, qu'il était spécialiste de telle ou telle chose, et il attendait que Ben Ali comprenne quelle aide extraordinaire il pouvait lui apporter. Et j'ai expliqué que, à cette époque, que les intellectuels qui avaient été habitués à ne pas parler, à ne pas produire de discours idéologiques, parce qu'on les en empêchait, parce que le seul producteur idéologique du pays autorisé était Bourguiba, ils ont cru que, ça y est, ils allaient pouvoir produire de l'idéologie. Et donc ils se sont proposés, ils sont devenus fous de joie à l'idée qu'ils allaient enfin servir à quelque chose. Bon, bien entendu, ils ont servi à noircir du papier, mais Ben Ali n'avait pas besoin d'idéologie. Et il avait besoin de gens dont l'enthousiasme pour le modèle Ben Ali allait lui permettre d'avoir une certaine tranquillité pendant un certain temps. Donc, l'intellectuel est à la fois fondamental pour la société et en même temps très rare. C'est l'espèce de perle qu'on trouve dans une huître au milieu de dizaines d'autres. Essayons d'être parmi ces intellectuels. Alors, l'intérêt de la chose quand même, c'est que jusqu'à présent, le pouvoir ne supporte pas les paroles de partis ou de militants politiques contestataires, mais les intellectuels, ils les laissent parler parce qu'ils s'en foutent. Il sait très bien que le discours des intellectuels n'est lu, n'est perçu que par d'autres intellectuels. Et encore, je me souviens qu'à un moment donné, je pouvais publier absolument ce que je voulais. Et les gens me disaient, attention, Ben Ali ne peut pas tolérer ça. Et je répondais, mais Ben Ali ne sait même pas de quoi il s'agit, il ne comprend pas.